tout de suite le bonus de pulsation avec la doctoresse Alessandra Canuto sur les troubles du comportement alimentaire. Alors nous avons tous un rapport différent à la nourriture, il n'est pas forcément toujours pathologique, heureusement. Qu'appelle-t-on trouble alimentaire ? Alors, la définition du trouble alimentaire est quelque chose qui a changé dans les temps, qui continue à changer. Les classifications changent aussi par rapport à ça. De manière très large, je pense qu'il faudrait identifier les troubles alimentaires toutes les fois qu'on a une relation avec la nourriture qui est compliquée. Je dirais par là quelque chose qui est en termes de quantité, c'est-à-dire manger trop ou trop peu, par exemple, trop ou trop peu par rapport à son âge, par rapport au développement on est censé avoir à un moment donné d'un point de vue physique, mais aussi la relation de ce qu'on fait avec la nourriture, c'est-à-dire le fait de garder de la nourriture, de manger de manière un peu désordonnée, plusieurs fois, beaucoup de quantité, un peu de temps, ou bien se faire vomir. C'est tout ce qui a à faire avec pas seulement l'assimilation de la nourriture, mais aussi la gestion de la nourriture. Et après, en corollaire de ça, je dirais tout ce que la nourriture constitue par rapport à l'aspect physique, corporel, donc se voir trop gros ou trop mince, ou s'imaginer de devoir être d'une façon plutôt que d'une autre. Donc je dirais que les troubles alimentaires est quelque chose qui se structure autour de ces paramètres-là, parce qu'il n'y a pas un trouble alimentaire, mais il y a les troubles alimentaires. Même si pour le grand public, le trouble alimentaire se résume aux jeunes filles anorexiques qui veulent effectivement ressembler aux autres jeunes filles des magazines, souvent corrigées sur Photoshop d'ailleurs, il existe des troubles alimentaires. Faire ce raccourci est insuffisant. Est insuffisant. C'est-à-dire que l'anorexie est sûrement un des troubles alimentaires les plus importants parce que les conditions physiques qui sont associées sont souvent dramatiques. Et donc, c'est des choses qui peuvent amener très loin en termes de santé. Mais des patients qui peuvent, par exemple, assimiler beaucoup de nourriture en peu de temps et qui vont se faire vomir par la suite n'auront pas forcément un problème de poids ni d'aspect, mais ils auront sûrement le rapport à la nourriture avec la faussé. nourriture sera faussé. Et donc tout ceci dans un contexte qu'il faut avoir clair en tête ne peut pas être isolé. Être en relation avec la nourriture veut dire être en relation avec soi-même, avec sa propre histoire. Ça a à faire avec un mal-être général qui parfois trouve son expression et sa voie ultime. La nourriture est parfois un prétexte ? Un prétexte ou une manière. Une manière d'exprimer son mal-être et sa difficulté. Exactement. À quel moment on bascule dans la pathologie ? Parce qu'on peut être amené à avoir des difficultés avec la nourriture en fonction de ses propres moments de vie. Le régime peut parfois effectivement être une réponse à quelque chose. À quel moment on bascule dans la pathologie ? Alors, je dirais qu'il y a deux éléments. Un élément, c'est les sentiments personnels de ne plus contrôler la question et d'être mal avec ça. Les personnes, souvent, même s'ils n'ont pas encore des répercussions au niveau physique, ont le sentiment qu'elles ne vont pas bien. Et souvent, la plainte principale, c'est « je ne vais pas bien, je ne suis pas contente de comment ça se passe ». J'arrive pas à m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'une main tendue. Exactement. Donc là, il y a une question de fonctionnement, je dirais, général. Et après, il y a une question, dans des situations extrêmes, on peut avoir des problèmes de répercussions physiques, typiquement des problèmes électrolytiques, ou bien des problèmes d'anémie ou d'autres types de problèmes. Et je dirais que l'autre question est la question de la durée. Avoir un chagrin d'amour et ne pas manger pendant 3 jours, c'est quelque chose qui n'est pas pathologique et qui arrive à tout le monde. Si par contre, toute réaction de stress est médiée par le fait d'avoir une relation difficile avec la nourriture ou de toute situation scolaire compliquée ou familiale compliquée passe à travers ça, la durée est aussi un élément important pour pouvoir identifier les troubles. Concrètement et dans les grandes lignes, ou en tout cas les grandes étapes, comment se passe une prise en charge ? Quelqu'un vient vous voir avec l'expression d'un trouble et d'une difficulté. Comment ça se passe ici, au HUG, entre le début d'une prise en charge et on l'espère à un moment donné, une page définitivement tournée ?
Alors, le premier pas, je dirais, c'est l'accès qu'on a à ce qu'on appelle la consultation de nouveaux cas, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone auquel répond un médecin senior, donc un médecin chef de clinique et un infirmier qui sont spécialisés dans ce type de situation et de prise en charge et qui donnent un rendez-vous dans des délais très, très brefs, en tout cas selon les besoins de la personne, pour pouvoir faire un peu une évaluation, un bilan de la situation. Je dirais qu'a priori, on n'a pas, on évalue les besoins de la personne et par la suite, on détermine quel type d'intervention il faut faire. Donc à ce moment-là, effectivement, dans cette porte d'entrée unique, les voies qui peuvent départir sont des voies qui vont vers la consultation. Donc ce que je disais tout à l'heure, une situation dans laquelle les personnes sont vues dans une situation de psychothérapie, en individuel la plupart du temps, selon des approches différentes qui sont des approches psychodynamiques, des approches cognitivo-comportementales, du jeu de sable ou autre type la plupart du temps, c'est les approches principaux. On est très loin de l'image un peu d'Épinal du psychiatre chez qui on vient raconter ses difficultés avec sa mère, son père. On est vraiment sur des exercices plus concrets, plus précis, ou au contraire, il y a aussi cette partie-là. Pas forcément, il y a les deux aspects. Je dirais que pour les personnes qui sont plus sensibles au fait d'inscrire ce qui se passe dans leur histoire et à une compréhension un peu plus du profond, on a tout à fait toute une palette de soins qui s'occupent de ça. Et il y a des personnes qui sont par contre peut-être plus pragmatiques ou qui nécessitent à un moment donné d'une intervention plus de type cognitivo-comportemental, et on a aussi cet outil-là à la consultation. Donc là encore, hein, c'est en fonction de la personne, de la pathologie, du niveau aussi peut-être, de la sévérité et du moment aussi. Et du moment. Dernier aspect autour de ce que les médias parfois sont amenés effectivement à écrire ou à dire ou à exprimer sur une prise en charge qui est parfois comprise comme une prise en charge très violente. La psychiatrie ou le traitement de la psychiatrie est souvent mal compris par l'extérieur ou parfois même par certains patients. Il y a parfois des excès, des difficultés. Comment vous réagissez à ce que vous lisez parfois ? Je dois dire que je suis toujours très touchée quand je lis quelque chose comme ça parce que je pense que le problème n'est pas tellement ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, c'est que probablement quelquefois ce qu'on fait n'a pas été compris. Et ça, c'est pour moi, je dirais... Par manque d'écoute ou au contraire par manque d'explication ? Mais peut-être pour les deux. Et en tout cas, on doit s'interroger sur les deux aspects de la question. On part du présupposé qu'on agit toujours en essayant de faire au mieux et avec une intention qui est celle de travailler avec les patients comme premier interlocuteur. Et ça, pour moi, c'est je dirais une devise assez importante dans tout type de situation en psychiatrie. C'est vrai que quelquefois, les pathologies psychiatriques mettent les personnes dans une situation de perte des contacts avec la réalité ou bien dans une situation dans laquelle leur danger n'est pas mesuré directement par eux-mêmes. Et c'est vrai que dans des situations comme ça, j'estime être notre responsabilité pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de regrets par la suite, hein, en termes de précarité au niveau social, mais aussi de santé, etc. Donc, je pense que certaines mesures peuvent sembler, si elles sont isolées du contexte, comme des mesures très, très particulières. Violentes. Et violentes même. Mais je pense qu'il faut inscrire ça dans une histoire des soins en sachant que ces mesures-là durent très peu dans le temps et qu'elles sont renégociées constamment avec les patients et que les médecins et les soignants sont les premiers à être en difficulté dans l'utilisation des mesures de contrainte, par exemple. Il faut parfois souffrir, il est parfois nécessaire de passer par une certaine violence dans le traitement psychiatrique. C'est parfois un passage obligé au vu de certaines pathologies. Heureusement pas. Non, heureusement pas. Je dirais que les situations dans lesquelles on intervient avec une forme quelconque de contrainte restent très limitées et restent largement la grande minorité des situations dans lesquelles on intervient. Donc, c'est que les choses, vous savez, les choses rares sont celles qui deviennent à un moment donné les choses qui attirent les regards plus facilement que les choses fréquentes. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut rester
dans quelque chose où, tout en validant complètement la difficulté ou les ressentis de quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, il faut savoir que ça reste quand même quelque chose qui, dans la grande majorité des cas, ne sera pas nécessaire.